Ils adorent les toucher, les mettre dans la bouche, que je mette mes pieds sur eux. Mais c'est un fantasme, c'est une pratique, c'est un fétiche. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Donne-moi tout. Aujourd'hui, on va parler de cordes. Alors, pas celle qui étrangle pour faire du mal, mais plutôt celle qui t'ouvre pour te faire du bien. On va parler de shibari. Alors, c'est pas un jeu, c'est un art. Ça peut être un jeu aussi, d'ailleurs, si j'ai bien compris. Donc, je dis une bêtise. On va parler aussi de BDSM. Alors, il y a plein de mythes, un peu délirants et tout ça. Donc, on va vraiment explorer ce monde-là avec Ombre. Bonjour, Ombre. Bonjour. Enchantée. Je suis très contente de te recevoir parce que, en fait, moi, c'est un monde vraiment que je ne connais pas du tout. Disons que j'ai fait une première saison de Donne-moi tout, d'où le titre à la base de ce podcast, plutôt autour de la sexualité, mais j'ai vraiment exploré plutôt le porno. J'ai exploré plutôt ces mondes-là. Mais j'ai pas été chercher vers des niches parce que toi, tu vas sûrement me le dire, c'est pas si niche que ça, vous êtes beaucoup dans le monde en tout cas, mais je ne connais rien. Alors je me suis éduquée quand même parce que je prépare mes interviews de mes invités quand même. On s'est eu au téléphone, mais je n'y connais rien. Est-ce que tu peux déjà donner la définition du BDSM et du shibari, pardon? Ça marche. Déjà, le BDSM, c'est bondage, domination, sadomasochisme. Et en fait, c'est des pratiques dans la sexualité qui implique l'érotisation de la souffrance psychologique, physique. Ça peut. Après, c'est très vaste l'univers du BDSM, mais voilà, brièvement, c'est jouer avec des enjeux de pouvoir, avec des dynamiques dominant-soumis ou dominant-soumise. Après, la différence avec le shibari, c'est que le shibari, c'est une pratique spécifique qui peut aller dans le BDSM. Dans le BDSM, on appellerait ça bondage. C'est juste l'entrave pour pratiquer de la sexualité, pas forcément génitale d'ailleurs. Et cette entrave-là, elle est complexifiée dans l'art du shibari. En japonais, ça veut dire attaché. Et d'ailleurs, au Japon, ils n'utilisent pas shibari, mais ils utilisent le mot kinbaku, qui veut dire encordement érotique sublime, parce que le shibari, c'est juste le mot attaché. Et généralement, on l'utilise plus pour définir. Ça peut être des photos de shibari sur Instagram, comme ça peut être des personnes encordées et suspendues, comme ça peut être pour un photoshooting. Donc, le spectre est extrêmement large. Effectivement, le spectre est extrêmement large. J'ai pu le remarquer en faisant mes petites recherches. Certaines personnes mêlent ça à la sexualité. Derrière, il va y avoir un acte sexuel. Parfois, pas du tout. Ça n'a rien à voir. On prend vraiment du plaisir. Ça, il y a toujours cette notion de plaisir attaché à la douleur. C'est peut-être là, moi, où je me dis, oulala. Et en fait, plus j'écoute des témoignages de femmes qui pratiquent ça ou d'hommes, puis je me dis, vous êtes des gens très sains d'esprit. On s'est eu longuement au téléphone. Au contraire, c'est toi, à la base, une grande découverte dans ta vie qui te rend très heureuse. Ah oui, vraiment. Ce qu'on vit en shibari, les moments de connexion humaine qu'on peut avoir, en tout cas moi, dans le style que j'aime le pratiquer, parce qu'effectivement, on n'a pas tous et toutes la même manière de faire du shibari. Vraiment, moi, c'est spécifique. Tout ce que je vais dire, c'est spécifique à mon style et mon goût aussi de développer une pratique. Mais effectivement, oui, c'est quelque chose qui, moi, me rend très heureuse et je remercie la vie d'avoir mis le shibari sur mon chemin. Clairement, ça a réglé énormément de choses. Ça a aussi amené énormément de projets, énormément d'impulsions créatrices. Donc, j'en suis très reconnaissante. Alors, on va faire un mini flashback quand même sur ta vie. Il y a des choses dont tu as envie de parler, d'autres non. Tu m'as confié des choses, donc merci. Des choses que donc je garderai pour moi. Mais si on balaye rapidement, toi, t'es pas née en France? Non, je suis née au Québec, à Saint-Jérôme, dans un petit village à côté de Montréal. Et je suis arrivée en France et on a beaucoup déménagé avec ma famille et j'étais pas du tout prédestinée à faire du shibari. J'étais plutôt une enfant et adolescente très loin du monde de la sexualité. Et en fait, effectivement, via mes études supérieures, j'ai fait des études d'histoire de l'art et j'ai voulu étudier... à la base, je pensais étudier les arts érotiques japonais parce que l'univers m'intéressait, l'imagerie des shungas, ces estampes du 19e siècle me parlaient.
Et j'ai découvert au musée Guimet dans une exposition d'Araki Nobuyoshi, un photographe très connu. Aujourd'hui, bien sûr, c'est une référence. J'ai découvert dans son exposition au musée Guimet des photos qui m'ont particulièrement marquée. Et le problème, c'est qu'après cette découverte où j'ai eu une vraie révélation de la Vierge, vraiment devant... Donc c'était des photos de personnes attachées avec des cordes. Et là, tu te dis, waouh, c'est trop beau. Mais en fait, je me dis, non seulement c'est beau, mais je me dis, ça ferait un très bon sujet de mémoire. Ok. Ça, je pense que j'ai envie de comprendre qu'est-ce que ça fait là. Pas juste, c'est beau, mais je veux pratiquer, je veux comprendre. Donc t'aimais déjà la culture japonaise, Oui. C'était déjà un sujet qui t'intéressait. Hein. J'avais déjà été plusieurs fois en Corée du Sud, je rêvais d'aller au Japon, je savais que je voulais me spécialiser dans les arts asiatiques, donc au début c'était quand même une démarche académique qui m'a amenée à aimer le shibari. Et en plus de ça, ça me faisait un super sujet de mémoire, donc ça s'est emballé. En parallèle de ça, je vais parler un peu de ta vie personnelle. Toi, tu as une vie plutôt cool, tu as des amis, une vie sociale plutôt sympa. Quand tu arrives à Paris, parce que tu as passé beaucoup de temps à Bordeaux, tu as fait des études à Bordeaux, quand tu arrives à Paris, il se déroule un drame, que d'ailleurs tu vis très profondément dans ta chair en ce moment. Un homme, par une amie, va dormir chez toi et va profiter de ton hospitalité pour t'agresser. Oui, effectivement. Et en fait, le paradoxe de ça, c'est que j'ai découvert le shibari et je me suis fait violer dans la même période. Et vraiment, en fait, je pense que ce drame a déterminé aussi toute une... par la suite, m'a fait tomber dans une sphère du BDSM qui était très malsaine parce que, en fait, j'ai associé... ce traumatisme-là à quelque chose qui m'a donné envie de m'autodétruire, m'a donné envie d'aller dans des parties très malsaines. Et par la suite, une fois que j'ai réussi, je suis allée en thérapie, une fois que j'ai bossé sur moi, une fois que toute cette partie de souffrance extrême a commencé à s'apaiser, et là, j'ai pu commencer à faire des cordes d'une manière saine et reprendre cette pratique qui m'avait marquée. J'ai attendu des années je me suis fait violer en 2016 et j'ai commencé à faire des cordes en 2019 pour justement entrer dans ce processus de réparation. Mais pas que. On en a parlé justement de ça. Toutes les personnes ici qui pourraient faire le parallèle, qui écoutent ou qui regardent la vidéo et qui pourraient faire le parallèle en se disant en fait c'est juste parce qu'elle va mal et du coup elle fait ce truc-là et du coup c'est super malsain. J'aimerais dire qu'on en a parlé au téléphone parce que moi je back quand même ces choses-là. Tu es suivi, traité et justement ça fait partie aussi de ton chemin. Clairement en fait moi le trauma ne définit pas mon attirance pour le shibari, mais en revanche, je dirais plutôt que le shibari m'a aidé à exorciser, m'a aidé à transformer, et aujourd'hui, il est une partie de moi qui n'est pas que définie par le trauma, vraiment pas. Et c'est une pratique à part entière qui se développe de manière extrêmement saine. Oui. Et bravo pour tout ce que tu fais et tout le travail que tu fais. Aujourd'hui, on va clore cette affaire, ce sujet-là. Tu as porté plainte, c'est en cours. C'est en cours. Voilà, je te souhaite 1000 fois que cet homme soit condamné et que tu puisses avoir enfin un retour sur l'horreur que tu as vécue. Après cette expérience traumatisante, tu continues ton chemin, tes études, tu découvres le shibari, mais alors... tu vas au Japon, mais en fait au Japon c'est démocratisé ? Alors pas du tout, non, en fait c'est très alternatif. Honnêtement, je suis arrivée dans le cadre de mes études d'histoire de l'art à Kyoto et j'ai découvert là-bas via FetLife, qui est une espèce de forum BDSM, ma mentor de shibari, celle qui deviendra ma mentor de shibari, elle s'appelle Mila Reika. Et elle habite à Osaka et c'est quelqu'un qui m'a montré une vision du shibari justement en mêlant l'artistique, l'esthétique, quelque chose de scénique. C'est quelqu'un qui avait fait beaucoup de scènes, beaucoup d'événementiels et qui en même temps mêle ce côté plus occidentalisé de cette mise en scène-là avec l'érotisation de la souffrance et une manière de pratiquer le shibari très traditionnelle. Oui, mais c'est quoi le fond, je sais pas, le message qu'on doit comprendre de ce qu'est le shibari? Alors, si je dois vraiment le définir simplement, pour moi, c'est l'art de la contrainte qui passe par l'érotisation de la souffrance et qui permet
dans le moment où moi j'encorde la personne et que la personne est dans mes cordes, on partage un moment de connexion et via la contrainte, on arrive à un lâcher-prise et une expression de la puissance de vivre qui est assez extraordinaire. Et on vient créer un nous dans une bulle où l'énergie est aussi proche que celle quand on fait l'amour avec quelqu'un. Sauf qu'on ne vient pas toucher à de la génitalité, on n'embrasse pas la personne. Et ce lâcher-prise est possible aussi grâce à la compression des cordes. Il va y avoir beaucoup d'endorphines qui vont se relâcher. C'est un peu comme un massage, c'est un peu comme une pratique psychocorporelle, si vous voulez. Mais si tu veux, pardon. Mais tu peux me tutoyer. Mais ouais, c'est un peu comme une pratique psychocorporelle, mais liée à une pratique érotique psychocorporelle. Ok, c'est ça. Alors donc, on peut avoir des orgasmes pendant une séance ? Tout dépend de si les personnes sont cérébrales ou pas. Mais oui, je pense qu'on peut tout à fait, en tout cas, avoir un orgasme cérébral, clairement. Il y a quelque chose de très sapiosexuel dans le shibari, en tout cas dans la manière dont je le pratique, parce que tout le monde ne le pratique pas de la même manière. Oui, il y a autant de shibari que de personnes qui pratiquent le shibari. Vraiment. J'aimerais qu'on fasse un mini quand même warning. On n'est même pas à la moitié de l'épisode, donc vraiment, je m'étais dit, il faut qu'on le fasse au début. Oui. Il y a des personnes malveillantes qui pratiquent, qui disent pratiquer le shibari. Il faut quand même faire très attention à si on a quelqu'un sur, par exemple, les réseaux sociaux ou qui nous propose d'aller chez lui ou chez elle. Il faut quand même faire très attention. Effectivement. Alors moi, vraiment, le premier conseil que j'ai, c'est déjà le shibari, ça va pas sans négociation avant la séance, ça va pas ça va pas sans sans règles de sécurité, sans règles de consentement non plus. Et clairement, il faut que ce soit fait dans quelque chose de libre et éclairé, sans drogue, sans alcool, dans un contexte, si possible, qui est neutre. Il y a des écoles de shibari sur Paris. Moi, je recommande notamment la cabane avec Erato Banana, où il y a des lieux précis que je peux recommander. Et ça, c'est safe. C'est ça. Hein. En tout cas, c'est dans un cadre public où on va venir en cours. Donc, c'est vraiment des cours qui sont désexualisés. Personne n'a le droit d'être nu ou de faire des pratiques sexuelles. C'est pas un club BDSM. Et c'est en ça où les deux pratiques sont quand même différentes. Parce que, à la base, le shibari, c'est très inspiré d'un art martial japonais de la tradition médiévale. Donc, on est quand même sur une pratique qui s'apprend, où il y a de la technique. Ouais, c'est quelque chose de très ritualisé quand même. Hein. Exactement, très ritualisé. Tu mets des cordes un peu partout, mais bon, c'est pas fait à l'arrache. Tu sais exactement ce que tu fais et où tu vas. C'est quoi les codes avec la personne avec qui tu fais cette séance? Je sais pas si on appelle ça séance. Hein. Séance, c'est sûr. C'est quoi les codes? J'ai entendu vert, orange, rouge pour que ça s'arrête. Alors, on peut utiliser un safe word comme en BDSM. On peut utiliser les couleurs. Après, tout simplement, on peut aussi verbaliser et avoir le non ou le stop ou le j'ai pas une marge énorme j'ai pas une marge énorme. Oui. C'est souvent quand finis ton truc ou change-moi de position, mais je peux pas tenir 1000 ans dans la position, quoi. Parce que on peut quand même se faire mal physiquement, on peut avoir des cloques, mais bien sûr. Et d'ailleurs, comme beaucoup de pratiques physiques, moi je dis toujours en shibari, c'est pas si on va avoir un accident, c'est quand on va avoir un accident, parce qu'on aura un accident à un moment donné ou à un autre. Il y a beaucoup de possibilités d'atteinte de nerfs, surtout en suspension. Je veux dire, il y a beaucoup de possibilités de malaise vagos, mais généralement des accidents ça arrive. Et en fait, c'est comment on les gère, ces accidents. Il peut y avoir aussi des accidents psychologiques parce que ça bouleverse énormément et ça vient réveiller. Ça peut venir réveiller des traumas, ça peut venir donner accès à des émotions tellement fortes que la personne va faire un gros drop par la suite et être bouleversée, un peu comme une prise de drogue, sauf que c'est naturel, c'est le corps qui sécrète ces endorphines-là. Question basique, hein, mais que moi je me pose, pourquoi on veut se faire mal ? Alors, parce qu'en fait, c'est pas un mal dans le spectre de la douleur. Il y a des douleurs plus agréables que d'autres. Il y a des douleurs qu'on peut pas du tout tenir et il y a des douleurs qui nous font quand même du bien. Et je pense que le parallèle, en l'occurrence, avec l'acte sexuel est quand même très...
pertinent parce que même dans la sexualité, des fois, il y a beaucoup de choses. On est à la limite de l'orgasme, ça fait mal et en même temps, ça fait du bien. Et dans le shibari, on peut retrouver aussi en fait, la compression des cordes, la compression du sang et du corps par les cordes vont amener un relâchement d'endorphines dans le cerveau qui vont nous donner une sensation un peu de bien-être, de défonce, si vous voulez. Oui, c'est ça. Et de ce qu'on appelle la subspace. Il y a des lois autour de ça, il y a une réglementation, ne serait-ce qu'entre vous, quand vous donnez des cours et tout, parce que potentiellement une corde autour... Alors j'imagine que le cou, du coup, vous le faites pas trop. Alors en fait, il y a des manières de placer les cordes autour du cou, il y a des manières et généralement c'est des choses qu'on évite, surtout chez les débutants. Ouais. Évidemment, il y a des règles. Alors et le shibari n'est pas contrairement à l'ojojutsu, c'est pas une pratique totalement cadrée et académique. Donc on est en plein essor encore aujourd'hui. D'accord. Donc il y a un vrai danger quand même à pas maîtriser. Voilà. Donc il y a un vrai danger et clairement le nombre de gens qui font du shibari sans rien y connaître, et ça c'est très dangereux. Okay. Parce que il faut se renseigner sur l'atteinte des nerfs, il faut se renseigner sur la manière de poser les cordes, en fait, il faut être conscient de pourquoi on pose la corde à tel endroit, qu'est-ce qui se passe, et effectivement aller en cours, c'est très important. Toi, t'as eu des blessures ? Oui, j'ai eu des blessures. Même là, j'ai encore une petite perte de sensibilité sur l'avant du bras. Mais c'est pas grave parce que c'est sensitif, c'est pas nerveux. Et puis, je suis habituée. Moi, je sais que mon corps en fait beaucoup. Mais en fait, il y a des choses qui vont pas être très graves et il y a des choses qui vont être très graves. Et donc, le but, c'est de bien connaître tous les risques pour essayer de les éviter au maximum. Les séances peuvent se terminer par un acte sexuel ? Les séances peuvent, mais en fait, tout dépend de comment on suspend, si c'est au sol, en semi-suspension ou en suspension complète. Tout dépend parce que en suspension complète, des actes pénétratifs, on ne tient pas longtemps, généralement. C'est pour ça que le cliché des films porno où la personne est totalement encordée et l'acte sexuel vient, au final, assez peu de pratiquants vont faire comme ça parce que il y a beaucoup plus de risques pour les nerfs. Ça n'a rien à voir. Disons que le shibari au sol sera préféré pour les actes sexuels, et tout ce qui va être plus dans la pratique du shibari traditionnel, on va dire, même si en fait c'est très complexe parce qu'au Japon c'est très lié au sexe. Par exemple, si le mot kinbaku qu'ils utilisent au Japon s'explique par encordement érotique sublime, se traduit comme ça, c'est aussi parce que pour eux, c'est profondément érotique et ça vient de la culture du porno. Mais ça a été transformé et de plus en plus en Occident, on la désexualise. D'accord, ok. Toi, personnellement, ça peut t'arriver... Alors, on va faire un mini focus sur... Toi, tu ne sors plus trop avec des hommes, tu sors plutôt avec des femmes. Tu te considères aujourd'hui comme lesbienne. Oui, c'est ça. Donc toi, tu vas faire plus de séances de shibari avec des femmes. Alors, en fait, je vais avoir beaucoup de clientes femmes et dans les sessions de shibari non sexualisées, beaucoup aussi en fait, tout dépend si c'est professionnel ou pas. Si c'est professionnel, effectivement, je ne couche jamais avec mes clientes. Non, si c'est professionnel. Elle paye, hein? Si c'est une session rémunérée, oui. C'est combien? Ça dépend, mais c'est une centaine d'euros. Ça dépend aussi de si on veut. Généralement, moi je fais 100 euros la séance. 100 euros, elle vient chez toi? Oui, elle vient chez moi. Moi, j'ai un portique de suspension. Et après, on discute en amont. Il y a la partie négociation. Il y a la partie. Mais tu l'accueilles dans un personnage? T'es dans un personnage? Non, je l'accueille en étant ombre. Je l'accueille avec ma sensibilité. Et généralement, c'est des personnes qui viennent me voir parce que elles aiment cette sensibilité-là. Ou alors pour faire des photos, parce que je travaille aussi beaucoup avec des photographes. Oui, je vais mettre en bio les liens de tes comptes pour qu'on puisse te suivre. Moi, je suis très portée émotion. Mais il y en a d'autres qui vont être extrêmement techniques. C'est parce que le shibari, c'est vraiment, on peut être des geeks du shibari. Ouais. C'est avec les types de manière d'encorder, les harnais, les différents styles. Il y a quand même une grande sous-culture du shibari qui devient de plus en plus présente. Mais par contre, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au shibari et qui veulent, du coup, pimenter leur couple. Mais en fait, ils se rendent compte que c'est tellement compliqué, ça prend tellement de temps. Et en fait, c'est un intérêt spécifique à part entière que sur 20 élèves au début, à la fin, dans les niveaux intermédiaires ou avancés, il n'y en a plus que 5. Bah oui. Ou 2 au final. Oui, parce que
il faut dire quand même que tu reconnais que c'est particulier, c'est quelque chose auquel tout le monde ne peut pas adhérer, ni comprendre, ni pratiquer. Ah non, clairement. Et faut bien sûr une ouverture d'esprit, faut aussi un lâcher prise et une envie de le faire. Oui, et clairement, ça c'est bien sûr. Non, parce que certaines personnes, tu sais, parfois peuvent se culpabiliser, se dire j'ai un problème si j'arrive pas à passer ce cap ou ce cap. Et alors moi j'aime bien le rappeler, y a rien à passer. C'est une envie, un besoin. Stop. Mais plus. C'est ça. Et en fait, ça peut être tellement extraordinaire les sensations qu'on découvre dans les cordes, mais ça peut être tellement traumatisant si la personne n'est pas prête, si la personne n'est pas dans le bon mindset, s'il y a une intention qui est pas mise. Et c'est pour ça que la partie négociation est hyper importante. Mais par contre, pour répondre à ta question, quand il s'agit pas de clientes, effectivement, j'ai des relations, parce que je suis polyamoureuse, j'ai des relations où là, il peut y avoir de la sexualité dans les cordes, mais c'est avec mes relations intimes. Ouais. Alors, t'es polyamoureuse, ça, tu me l'avais pas dit. Oui, c'est vrai, je te l'avais pas dit. Alors pareil, moi c'est un monde qui me fascine. On peut être, tu penses, vraiment amoureuse de plusieurs personnes ? Pour moi, oui. Après, bien sûr que la pratique est toujours compliquée. Je dis pas que c'est le plus simple. Émotionnellement, je suis polyamoureuse, clairement. Mais c'est épuisant, cette histoire. Après, moi, j'ai beaucoup d'énergie, d'affection et je suis très gourmande émotionnellement parlant. Du coup, je pense que effectivement, je l'ai déjà vu en couple monogame, je suis un enfer. Je pense que c'est vrai parce que tu demandes trop. Je pense que je demande beaucoup. Puis j'ai beaucoup de mon histoire traumatique fait aussi que j'ai pas la personnalité la plus facile du monde, même si je travaille dessus. Et oui, effectivement, mais dans le polyamour, moi, après, je vais pas avoir un polyamour avec 75 personnes. Là, par exemple, il y a combien de personnes dans ta vie ? Pour le moment, il y en a 3. Ça fait du taf quand même parce que c'est des vraies relations. Vous dînez ensemble, vous allez au cinéma, Waouh. Et tout le monde est OK ? Oui, alors tout le monde est au courant, tout le monde est OK. Et c'est la base, vraiment, ça, en fait. Pour moi, c'est tellement la base. Je veux pas. Après, je dis pas que c'est facile pour tout le monde. Je dis pas qu'il y a pas des difficultés. Il y a quoi, par exemple, comme difficulté ? Parfois, c'est plus difficile. Quand il y a des insécurités, des moments de doute, des moments de comparaison aussi, et puis le temps de qualité passé avec chacun. Tout le monde n'a pas le même rythme, donc forcément, et en plus quand il y a une anxiété de performance aussi qui peut s'ajouter à ça. Et le but, c'est d'essayer de rassurer tout le monde et de communiquer. Bah oui, de se dire peut-être, il y en a une qui peut se dire c'est moins bien avec moi, donc elle passe moins de temps, ou ça peut arriver. Ça peut arriver, mais vraiment, je fais en sorte justement, moi, d'expliquer ma personnalité dès le début et de dire, je suis comme ça. Est-ce qu'on peut arriver à manager ensemble ou pas ? Et c'est pour ça que j'essaye maintenant de plus faire l'erreur de jump dans une relation et me dire je suis folle amoureuse de cette fille, alors qu'en fait je n'ai pas défini tout en amont, et ça c'est aussi il y a plein de choses. Oui, puis on voit le couple monogame, il y en a qui tiennent et oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup quand même quand on écoute en off les gens parler de leur vie privée. J'ai reçu un sexologue qui s'appelle Gilbert Boujaoudé, et qui est très open et qui demande à ses patients est-ce que votre histoire, sans vous nommer évidemment secret professionnel, est-ce que je peux en parler ? Ça me donne des exemples. Oui. Et en fait, il dit le nombre de femmes et d'hommes qui viennent me voir en me disant mais en fait j'ai un amant, en fait j'ai envie de ci, de ça. Sûr. Et en fait les gens sont terriblement frustrés. D'ailleurs, je vois bien que ce genre de vidéo cartonne. C'est pas pour rien. Ce genre de podcast cartonne. C'est qu'il y a un vrai besoin. Il y a des vrais on nous conditionne à un couple monogame à vie, mais ça existe peu finalement. Oui, après c'est vraiment chacun a le schéma qui lui convient, le schéma relationnel qui lui convient vraiment. Moi, j'ai pas le monopole de la vérité sur ce qui est bien dans les relations, clairement pas. C'est juste que je fais en fonction de mon cœur, et c'est vrai que mon cœur a du mal à se focaliser sur une personne. Peut-être que c'est aussi un mécanisme de protection, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me convient. Et j'apprends aussi à pas totalement me diviser. J'apprends à réserver du temps de qualité. C'est vrai que le shibari permet beaucoup de créer un lien spécial avec les personnes que j'encorde, qui sont mes relations intimes, ça c'est sûr. Et oui. Est-ce que tu as des hommes quand même qui te contactent ? Bien sûr. Parfois tu dis allez oui parce que toi je te sens bien.
Alors oui, bien sûr, j'ai des hommes qui me contactent. D'ailleurs, très honnêtement, parce que en plus d'être artiste de shibari, je suis aussi dominatrice professionnelle. Et du coup, les hommes, je vais plus les gérer dans le côté domination pro, où là, je vais utiliser le shibari et je vais ajouter des éléments du BDSM. Et alors, là, c'est quoi être une dominatrice? Moi, pareil, je connais pas. Ils te contactent? Oui. Via quoi? Via un site, via des sites, mais notamment un, où il y a des référencements de domina, mais c'est un site qui référence des escortes et des travailleuses du sexe. La domination fait partie du travail du sexe. Juste, moi, effectivement, je suis pas du tout escorte, je suis juste dominatrice. Tu ne couches pas avec eux? Ah non, certainement pas. Ce serait pas possible. Moi, j'admire beaucoup le travail des escortes parce que c'est quelque chose que je ne pourrais absolument pas faire. Mais dans la domination, effectivement, là, pour le coup, j'ai eu des couples, mais majoritairement, c'est des hommes. Et j'ai énormément d'anecdotes à raconter par rapport à tout ça. Si ça on va y aller. On va y aller. Juste avant, t'as dit quelque chose qui a titillé mon oreille. Je suis énormément de comptes féministes parce que je m'éduque tous les jours un peu plus sur plein de plateformes. TikTok étant une plateforme maintenant très puissante sur ces sujets. Je pense que tu te considères comme féministe. Tout à fait, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu penses du coup des travailleuses du sexe? Parce que c'est un vrai sujet, je trouve, où moi j'ai pas je reste dans mon rôle de journaliste, je me protège parce que j'ai pas je sais pas quoi dire et en penser, parce que j'écoute les deux discours de tu ne peux pas être féministe si tu acceptes les travailleuses du sexe comme étant, ce qui est très dur, je vois ton visage. Et de l'autre côté, et je comprends ce discours de dire c'est quand même un truc de soumission à l'homme, il y a plein de travailleuses du sexe qui sont forcées de faire ça. Oui, aujourd'hui, donc il faut quand même en parler. Et d'un autre côté, je me dis, celles qui font ça par plaisir, comme un vrai métier, est-ce qu'on n'est pas en train encore une fois de taper dessus? En fait, encore une fois, c'est un sujet complexe parce que le TDS, c'est un spectre. Et effectivement, le TDS comprend des personnes qui sont forcées, des personnes qui n'ont où les biais de consentement et les biais financiers fait qu'elles se retrouvent dans cette situation. Et ça, c'est assez affreux, honnêtement. Et il y a des personnes privilégiées comme moi, comme d'autres personnes qui ont accès par choix à ce métier-là et qui, moi, clairement, la domination, autant le shibari, je ne l'ai pas du tout fait pour ça, mais la domination, je sais que moi, j'ai commencé pour exorciser un trauma. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose que j'ai caché. J'avais quelque chose à réparer vis-à-vis des hommes parce que l'homme qui m'a violée m'a tellement traumatisée que j'ai eu besoin de me réapproprier tout ça pour venir justement sortir toute cette colère à l'intérieur de moi. Mais pourtant, j'ai essayé d'instaurer un cadre sain avec mes clients. Tu leur dis j'ai été agressée? Souvent. Okay. Quand je sens que la personne, je peux lui faire confiance, etc., oui. Parce que souvent ils me posent la question, pourquoi t'es devenue domina ou vous êtes devenue domina, on ne tutoie pas. C'est vrai? Mais, oui, c'est vrai. mais oui, c'est vrai que, comment dire. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent ces hommes? C'est tellement différent. Alors il y a les hommes qui viennent parce que je suis jeune et jolie. Ça, c'est la première catégorie. C'est souvent ceux que j'aime le moins. Parce que au final leur fantasme c'est de se faire dominer par une personne jeune et belle. Le deuxième type de personnes que je préfère largement plus, c'est les hommes qui ont un vrai kink spécifique sur le BDSM, les fétichistes des pieds, les gens qui aiment l'anal, les hommes qui aiment la simulation de noyade ou La simulation de noyade. Oui, ça c'est un gros kink chez moi, j'aime beaucoup la simulation. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Raconte-moi. C'est généralement, c'est des sessions où je vais les encorder et je vais soit mettre la tête dans une bassine, soit quand ils louent un hôtel, ici ils privatisent une piscine. On peut faire des séances où je vais les amener dans un état de lâcher prise où je les noie, mais toujours de manière contrôlée et jamais jusqu'à l'hôpital ou jamais jusqu'à l'évanouissement. Comment toujours tu faire sais ça dans une piscine en papier. T'es pas médecin, t'es pas infirmière, donc je me suis beaucoup renseignée. Cela dit. D'accord. Sur les T'as pas peur quand même de faire du mal? Bien sûr que si. Et justement, moi, je suis quelqu'un j'ai un trouble anxieux généralisé. Faire de la domination, c'est un challenge de tous les jours. Parce que, justement, j'ai peur de pas être une bonne personne. Et je veux être
une domina avec mon éthique, j'espère, d'emmener les gens vers ce lâcher prise, cette recherche de sensations et d'intensité, mais tout en étant quand même safe, j'espère. Je fais au mieux, quoi. Ça s'est jamais mal terminé ? Non, j'ai vraiment eu de la chance, ça s'est jamais mal terminé. Après, je suis loin d'être une extrême dans mes pratiques. Oui. Donc moi, tout ce qui est, par exemple, le blood play, tout ce qui va être avec le sang, je fais pas. Le sang ? Oui, tout ce qui va être les coupures, le sang, tout ce qui va être les aiguilles, je fais pas non plus. Donc moi, ça existe. Oui, bien sûr, ça existe. Et tu es en train de me dire qu'il y a des hommes qui vont contacter des dominatrices pour leur demander de les couper. Ah oui, et même de mettre, par exemple, un stylo bic dans l'urètre. Oh, c'est très des choses comme ça. Un stylo bic. Oui, parce que c'est spécifiquement la marque. Des stylos 4 couleurs. Ah bah oui. Pourquoi ok. Parce que apparemment c'est très agréable les stylos bic dans les rêves. D'accord. Mais je veux pas. Alors, ma manière de répondre à tout ce que tu me dis peut paraître jugeante, mais c'est vrai que je n'ai aucune conscience de ce monde-là, mais surtout quand tu reçois ces hommes-là ou ces demandes-là, tu te dis pas ok, je vais être face à quelqu'un qui va très très mal. Alors si, ça peut m'arriver et du coup c'est aussi pour ça que moi alors c'est vrai que j'ai la sensation que le métier de domina c'est à moitié un métier de psychologue et à moitié parce qu'au final sur l'heure de séance ou les 2 heures de séance, il y a quand même généralement une trentaine de minutes où on va quand même parler de la vie de la personne. Et je sais que généralement, c'est des gens c'est des hommes souvent qui ont beaucoup de responsabilités, qui ont envie de lâcher prise. Et le shibari, moi, c'est ma spécificité, même dans la domination. Et l'entrave permet un lâcher prise que beaucoup d'autres pratiques ne permettent pas. Tu as parlé aussi d'anal. Donc, tu vas les pénétrer avec des objets ? Avec des objets, avec souvent des godes, mes doigts, mais avec des gants. Toujours, je les touche pas avec ma peau. T'as pas envie ? Non, ça me dégoûte. Ah oui. Les hommes, en général, pour l'instant, te dégoûtent. Alors, non, pas tous les hommes non plus. C'est juste que, en fait, avoir un accès à une telle intimité de quelqu'un qu'on ne désire pas, il me dégoûte pas parce que je suis sortie avec des hommes, j'ai même été très amoureuse d'un homme dont j'ai du mal à m'en remettre encore aujourd'hui. Donc, je peux pas dire que... Oui, t'as pas un dégoût pour les hommes en général. Je peux pas dire que j'ai un dégoût pour les hommes et j'ai pas envie de me considérer comme profondément misandre parce que je sais que, voilà, j'ai eu des preuves qu'il y avait des hommes tout à fait bien et désirables. T'imagines cette phrase ? Non, mais cette phrase, elle est intéressante. J'ai eu la preuve qu'il y avait quand même des hommes bien et désirables. Ça veut dire qu'il y en a quand même pas beaucoup. Non. Pour tous les hommes qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, posez-vous la question de pourquoi ce genre de phrase vient dans la bouche des femmes. Moi, ce matin, j'étais à vélo habillée comme ça. Je crois que je me suis fait siffler, hurler dessus des mots pas possibles. Je me dis quand même... Merde, quoi. Ah, mais quand est-ce qu'on avance ? C'est assez terrible et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que souvent je dis que je suis lesbienne par choix, pas tant par attirance, mais c'est parce que, en fait, je pense que j'ai aussi envie de faire le choix de plus être dans ce rapport de pouvoir-là et dans cette facilité-là. Et en plus, ça vient moins me trigger sur mes traumas, donc c'est plus facile. Mais t'es vraiment amoureuse quand t'es avec certaines femmes, t'es vraiment amoureuse. Ah oui, bien sûr. Mais tu le fais pas par opposition. Voilà, c'est pas parce que foncièrement j'ai pas de désir pour les hommes, c'est parce que je choisis de ne plus en avoir, parce que je veux plus de ce rapport malsain que le désir vient créer dans mes relations avec les hommes. Et donc, c'est souvent mes amis ou... Oui, voilà, t'as des amis hommes quand même. Hein. Et souvent ils sont gays. Mais, ou bisexuels. C'est vrai que j'ai très peu d'hommes cisgenres hétérosexuels dans mon entourage, mais ça veut pas dire que je les condamne dans le sens où... Bah non, parce que tu les reçois quand t'es quand t'es dominatrice. J'ai entendu parler donc il y a toutes ces techniques là, toutes ces pratiques que t'as citées. Quelle est la demande la plus improbable que t'aies reçue et où tu t'es dit, moi j'ai quand même le faire parce que je pense qu'il y a quelque chose à tenter? Waouh, j'ai plein d'anecdotes de domination, mais par exemple, en fait, un très vieux monsieur, très très vieux, qui est arrivé en béquille chez moi et qui, mais pas des béquilles parce qu'il s'était cassé quelque chose, parce qu'il pouvait plus marcher correctement. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait quand même toute sa tête, mais son corps suivait plus. Et honnêtement, quand je l'ai vu, je me suis dit, est-ce que je vais l'accepter ou pas? Parce que c'est très, il y a quand même quelque chose où là,
j'ai jamais eu la prétention ni d'être aide-soignante ni d'être assistante sexuelle en fin de vie. Du coup, oui, c'est bizarre. Et c'est vrai que là, je me suis sentie comme si j'avais pas la formation pour. D'accord. Et en même temps, oui, parce qu'imagine. Bah oui. C'est ça. Il passe de l'autre côté. C'est ça, exactement. J'ai pas envie. Surtout qu'il voulait de la simulation de noyade, celui-ci. Wow. Donc, on parle de. C'est quelque chose de très connu, oui. alors. Non, c'est quand même pas très connu dans le BDSM, dans le sens où c'est pas la pratique la plus faite. C'est juste que lui, il voulait spécifiquement ça. Mais par exemple, je l'ai fait parce que, voilà, je me suis dit, en fait, je sais pas pourquoi. En fait, oui, je me suis dit un peu le pauvre, quoi. Il a pas l'opportunité de réaliser un fantasme et puis il me payait correctement aussi pour ça. Donc dans la domination. Ça, c'est payé combien, par exemple? Ça, c'est payé 400 € de l'heure. D'accord. C'est aussi des, comment dire, vu comment c'est dangereux, forcément. Et vu ce que ça implique aussi en termes de préparation, de Bien matériel, d'implication émotionnelle, et puis le travail du sexe, c'est quand même quelque chose qui peut amener en prison, qui est pas légalisé, qui est pas décriminalisé. Donc oui, parce que là, par exemple, comment tu déclares ce que tu fais? T'as le droit? Oui, j'ai le droit. Moi, j'ai le droit de tout déclarer. Moi, j'ai le droit de payer des impôts dessus. Par contre, le client peut être mis en prison. Le client n'a pas le droit du coup de payer. En fait, on peut se déclarer en tant que travailleuse du sexe. En revanche, on ne peut pas payer une travailleuse du sexe. Ok. Très paradoxal. Et donc lui, il vient chez toi, donc il est très âgé. Et tu as fait cette séance? Oui, j'ai fait cette séance. Et vraiment, à la base, je me suis dit non, je vais pas la faire. Et finalement, je me suis dit bon, en fait, c'est vrai qu'il a pas l'occasion, il va pas avoir l'occasion d'avoir ça toute sa vie. Il a jamais réalisé ça. C'est quelque chose qui C'était un de ses fantasmes. Voilà, vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Et j'ai essayé de faire ça au mieux. Alors, il avait l'air très satisfait, mais j'ai essayé de faire ça au mieux avec toute la bienveillance que je peux. Mais parfois, c'est difficile, surtout quand je reçois des commentaires. Ah, mais au moins, vous êtes belle, vous, parce que la majorité des dominas, elles sont moches quand même. Hein. Oui, ça, t'as pas envie qu'on te le dise. Donc, parce que toi, t'es soror. Voilà. Ah non, mais vraiment, moi, il y a rien de pire que critiquer mes collègues. Ouais. Ah, c'est vraiment, ça, c'est insupportable. Et les hommes qui sont suffisants, même en séance, alors qu'ils vont se faire enculer ou dominer ou pisser dessus. Ça, ils te demandent aussi de leur faire pipi dessus. Ah oui, ça c'est très drôle. Oui, c'est courant. Oui, ça c'est courant. L'uro et le fétichisme des pieds. Mais les deux. Fétichisme des pieds, c'est quoi? Alors, ils regardent tes pieds, ils les adorent touchent. Les pieds, ils adorent les toucher, les mettre dans la bouche, que je mette mes pieds sur eux. Mais c'est un fantasme, c'est une pratique, c'est un fétiche. Ouais. Y a ça pour le coup, il y a quelque chose de drôle et moi j'aime en parler avec de la dérision parce que la dérision m'aide. Ouais. Mais par contre, donc hors tout le contexte des agressions, toi, t'as toujours été très libérée sexuellement? Ah ben, en fait, le truc, c'est que c'est très paradoxal. Après mon viol, je suis passée par une période de dépression et une période d'hypersexualisation. Je me suis beaucoup mise en danger. Ça a été horrible et j'ai passé une période très, très dure vis-à-vis de la sexualité. J'ai été voir une sexologue, j'ai fait du vaginisme pendant longtemps, j'ai été déclarée handicapée. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées à cause de ça. Et du coup, grâce aux thérapies, grâce aux médicaments, grâce aux soins et grâce à la découverte progressive aussi de m'entourer de meilleures personnes, et ben là, j'ai accueilli une sexualité effectivement très ouverte et très franche et très sincère, très authentique, je l'espère. Et justement, par rapport à ce viol, t'as pas peur quand tu reçois un soumis que finalement il se transforme en violeur? Si, bien sûr, c'est ma plus grande peur. Et j'ai eu de la chance. Après, j'ai un protocole d'accueil qui fait que je les rencontre d'abord en extérieur, que souvent, je le fais pas forcément chez moi tout le temps. Je suis aussi dans des clubs. Il y a des lieux... il y a quand même des cadres. Je fais en sorte que ce soit le plus safe possible. Après, on n'est jamais à l'abri d'un vrai psychopathe. Ça, c'est sûr. Donc oui, je sais qu'il y a du danger, il y a une part de risque. Je la prends, mais je souhaite que ça m'arrive plus jamais, vraiment. Parce que tu me parlais juste avant qu'on rentre en scène dans le podcast du rapport par exemple avec ton papa que je pense t'aimes beaucoup mais qui est très jugeant et qui te dit des phrases très dures sur ce que tu fais. Est-ce que tu penses pas que juste lui il a très peur pour sa fille? Si, bien sûr. Donc t'arrives à comprendre un peu.
Et je sais que ma mère, c'est pareil, une autre génération, c'est vraiment difficile de leur expliquer. Et pourtant, ils font ce qu'ils peuvent pour l'accepter parce qu'au début, ils ont vraiment cru que c'était une sorte de lubie qui allait passer. Ils n'étaient pas au courant de mes traumas. Donc, c'était très compliqué de leur faire comprendre. Et en plus, ils pensaient que je prenais de la drogue et que je me prostituais comme au Bois de Boulogne, alors que ça n'a rien à voir. Oui, parce qu'il y a aussi le chemsex, c'est ça? Le chemsex. Ouais. Ah oui, ça c'est surtout à bannir complètement dans tous les espaces de BDSM et de shibari. La drogue et notamment l'alcool à outrance est interdit. Mais ça arrive. Alors, dans les milieux que moi je fréquente, non, parce que moi je ne veux pas fréquenter ces milieux-là et surtout pas de la drogue. Après, ça arrive. C'est donc prendre de la drogue pour faire du sexe, ou en faisant du sexe. C'est ça. Mais pour moi, c'est extrêmement dangereux, surtout quand on est dans des pratiques d'érotisation de la souffrance. Et alors, j'ai entendu que beaucoup d'hommes, enfin, c'était quand même une pratique courante, mais peu de dominas veulent le faire, qui veulent porter des couches. Ah, la BDL. Oui, c'est... Ah, la BDL. Oui, c'est une pratique de régression infantile. Mais pareil, moi, c'est pas un sujet, c'est une de mes limites, c'est pas un sujet. Est-ce que tu trouves ça, quoi, c'est bizarre de coller les deux sujets, peut-être? En fait, c'est plus que pour moi, tout ce qui est en rapport à l'enfance et à la régression infantile, c'est quand même très lié aux violences sexuelles généralement. Et ça me met sur des sujets du coup qui sont très triggers pour moi et je suis pas à l'aise. Je dis pas que je juge, juste c'est pas mon domaine. C'est pas ton monde. C'est ça. Aujourd'hui, on peut te souhaiter quoi? T'aimerais ouvrir un lieu hyper safe? Après, c'est toujours difficile. En fait, c'est très difficile de se dire mais moi je suis la personne queer, lesbienne, safe, venez tous me voir. Non, en fait, moi aussi j'ai des défauts, moi aussi j'ai des. Du coup, c'est tout le paradoxe. Oui, j'aimerais tellement ouvrir un lieu de shibari pour pouvoir avoir ce lieu mi-spectacle parce que voilà, moi je suis très tournée dans ma pratique du shibari, émotion et performance. Oui. J'adore les spectacles, j'adore monter. On a fait une performance sur le lac des Cygnes. Et alors, c'était transposé comment avec des cordes? En fait, moi j'avais une de mes modèles de cordes avec laquelle on a travaillé ce spectacle. Elle, c'était le cygne blanc, moi le cygne noir, j'ai fait la bande son et en fait on a mis le spectacle en scène pour mettre en scène ce combat et cette mort du cygne à travers les cordes. Et du coup, il peut y avoir des projets profondément artistiques qui viennent. J'ai fait un projet de performance d'autosuspension sur Jessica Rabbit, par exemple, en burlesque, sur Amy Winehouse aussi, en jazz. Tu viens de m'attraper là. Ah, okay. Oui. Pour te dire à quel point je suis fan, le jour de son décès, j'ai reçu plus de 50 messages d'amis qui me disaient on est désolé pour toi tellement ils savaient que... Mon tatouage, c'est Tears Dry on Their Own. Ah bon, voilà, on a une passion commune. C'est ça, exactement. Ok, donc, si je comprends bien, tu vas quand même... Tu tends à créer encore plus de contenu autour du shibari. Ouais, vraiment. Et donc peut-être avoir plus de spectacles, que ce soit plus reconnu, qu'il y ait plus de gens, de non-sachants qui viennent voir, parce que justement, comme tu l'expliquais tout à l'heure, des personnes qui se diraient oh là là c'est un truc sexuel bizarre, moi je sens que je vais pas être apte. Concrètement, pour que je dise aux gens qui nous regardent et nous écoutent, on te voit, il n'y a aucun film pornographique de toi. Non, moi non, c'est pas quelque chose que je fais, encore une fois. Tout ce qui est plus travail du sexe plus génital, plus même virtuel, non, c'est vraiment pas quelque chose que je fais en termes de génitalité. Okay. Non, il y a pas de génitalité dans mes cordes et il y a pas de ni d'oralité dans mes cordes, hormis des baisers. Ça, des baisers. Oui, t'as beaucoup de tendresse en fait. T'as beaucoup de tendresse. Et justement, il y a les femmes avec qui je corde et qui sont mes modèles de corde. Là, c'est pas des personnes qui payent, c'est une collaboration. On est toutes les deux à travailler. Il y a des personnes avec qui je vais travailler la technique des cordes, où là, on va se pencher sur un harnais pour le comprendre, pour essayer de voir comment il fonctionne, si on le tire comme ça, si on le tire comme ça. Il y a des personnes avec qui je vais vouloir créer des spectacles. Une pole danseuse qui s'appelle Ambre Schlange, avec qui je travaille beaucoup. C'est elle avec qui j'ai fait le lac des Cygnes. On a des idées artistiques qu'on veut mettre en scène. Moi, je fais la bande son, elle fait la direction artistique et on travaille là-dessus. Il y a des personnes qui vont vouloir venir me voir pour des cordes très cocooning, très care, comme si c'était deux amis qui s'enlaçaient. Et l'énergie peut être extrêmement douce
avec des cordes confortables entre oui, guillemets. c'est ça. Et parce qu'il y a quand même, il faut le dire, le principe c'est quand même d'avoir mal au bout d'un moment. Alors il y a une douleur qui vient, ça fait mal le shibari. C'est pas le principe d'avoir mal, mais le principe c'est surtout de lâcher prise. Oui, c'est ça. Et par contre ça passe par la douleur et c'est ça qui est contradictoire. Oui, et surtout, pas la douleur. Moi j'ai appris que la personne dominée ou attachée dans les deux faits, en fait c'est elle qui maîtrise puisque elle est puissante, elle a défini ses limites au départ. C'est ça. En fait, c'est aussi que déjà en corde, les rôles de dominé-dominant ne sont pas si évidents. Il y a plutôt quelqu'un qui guide vers l'abandon et quelqu'un qui se lâche dans l'abandon. Oui, c'est un choix que cette personne fait, quoi. Exactement. Ok. Eh ben écoute, c'était passionnant. Merci. J'aurais envie encore de te poser plein de questions. Donc je vous incite, alors désolée aux auditeurs, aux spectateurs pour cette tête et cette voix de canard, mais je suis complètement prise. C'est le début de l'été, je suis censée être au top, me dire ouais, il fait beau, il fait chaud. Donc j'ai chopé un rhume, mais alors vraiment je suis complètement prise. Tu sais, j'ai le truc où quand je parle, j'ai en même temps les yeux qui coulent. C'est vraiment hyper sexy. Surtout pour cet épisode où je voulais être au top, bien m'habiller parce que je savais que tu serais au top. Merci beaucoup, t'expliques extrêmement bien. Je te souhaite 1000 fois que cette personne qui a pris du temps de ta vie et de ton cœur et de ton esprit soit condamnée et punie pour ce qui s'est passé. On n'en a pas plus parlé parce que comme tu me l'as dit, c'est en cours et donc c'est très touchy. Et toi, en plus, t'es dans une période très complexe parce que vivre ça, c'est le revivre aussi, quoi, je pense. Donc merci de m'avoir fait confiance, d'être venu nous parler de ce milieu-là et de l'avoir bien vulgarisé, parce que je pense qu'avec les personnes avec qui tu travailles, tu vas pas autant dans le détail, t'es pas aussi pédagogue, enfin ça va plus vite. Ah oui, mais parce que des formations professionnelles de l'autre côté. Oui, c'est vrai, t'es conférencière. Voilà, et je suis aussi beaucoup enseignante aussi, d'histoire de l'art. Je donne des cours privés. J'ai toujours été habituée en français et anglais quand j'habitais en Asie. Mais d'ailleurs, ça, je te l'ai pas posé, mais l'art, il y a beaucoup de sexualité dans l'art. Oui. Mais c'est pour ça. Sensualité, sexualité. Mais c'est surtout l'expression de la puissance de vivre via l'émotion qui, moi, m'intéresse, que je trouve dans l'art et que je trouve dans les cordes. Et c'est un moyen unique pour se sentir vivant, à mon sens. On va terminer l'épisode sur ça, c'est magnifique cette phrase. Merci à tous de nous avoir écoutés. S'il y a des commentaires méchants, violents, désagréables envers Ombre, eh ben ils sauteront et vous serez bloqués. Voilà. Non, mais j'ai plus de limite sur ça. Je trouve que c'est insupportable, c'est idiot. Par contre, des questionnements, même un limite un jugement qui dit moi ça me dégoûte. Si on explique pourquoi, je me dis ok, allez, on va en parler. Donc ça. Voilà, lâchez vos coms. Alors évidemment, si en plus ils sont sympas et que vous dites qu'elle est géniale, ben moi je suis trop contente. On a tout gagné. Et je te remercie encore une fois. Merci beaucoup. À bientôt, salut. Si cet épisode de Donne-moi tout vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez. J'en ai vraiment besoin pour continuer à créer du contenu pour vous. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Parce qu'ici, on veut bien tout donner, mais on veut aussi recevoir votre avis.